Bonneuil a été vraiment une rencontre et un lieu incroyable, vraiment inimaginable. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Quoi de plus utopique qu'une école dont l'objectif serait de créer ou de recréer les conditions du désir d'apprendre chez les enfants ? Une école différente qui serait créée pour les enfants en rupture avec le milieu scolaire. Une école qui chercherait à rompre avec les pratiques qui existent dans les autres institutions, tout en tentant d'échapper aux impasses institutionnelles. Pourtant loin d'être irréalisable, l'école expérimentale de Bonneuil est précisément cette école offrant un accueil aux enfants et aux adolescents présentant des troubles psychiques graves. Fondée en 1969 près de Paris par Maud Manonille, le docteur Robert Lefort et deux éducateurs, Rose-Marie et Yves Guérin, l'idée était d'offrir un espace de création ouvert sur le monde extérieur et sans autre moyen que la force du désir des parents et des professionnels à faire en sorte que ces enfants échappent à un destin asilaire. Il s'agissait de penser un lieu où des mots comme intégration, inclusion, hors normalisation et lutte contre la ségrégation pouvaient vraiment prendre sens en ne se résumant pas à une tentative d'adaptation de ceux qui sont étiquetés malades mentaux. Alain Vanier est l'un de ceux qui, commençant comme stagiaire puis bénévole, a participé au début de l'école de Bonneuil. Enseignant, psychologue, psychiatre, psychanalyste et universitaire, il est ce clinicien pour qui la rencontre avec la folie a été fondamentale dans son parcours. Enfant de 68, étudiant en lettres et philosophie, fasciné par la folie, ce stage à l'école de Bonneuil qui a ouvert quelques années avant et alors qu'il vient de s'engager dans les études de psychologie, est une véritable rencontre qui l'amène à découvrir non seulement de jeunes patients et la psychose, mais également Maud Manonille. Rencontrez donc Alain Vanier pour qui le fil directeur, vous l'entendrez, a toujours été la pratique clinique et la psychanalyse. Partagez avec lui le Paris des années 70 et elle à la découverte d'une journée typique avec les enfants et les adolescents de l'école de Bonneuil. Je m'appelle Alain Vanier, je pratique la psychanalyse depuis un peu moins de 50 ans. J'ai un parcours un peu compliqué, mais quand on arrive à mon âge, effectivement, rétroactivement, on s'aperçoit que c'est que des voies du désir, que le chemin qu'on a suivi n'était pas une ligne droite. J'ai une formation de psychologue, de psychiatre, j'ai été psychiatre des hôpitaux, et puis j'ai finalement enseigné à l'université à l'époque intitulée Paris 7, Denis Diderot, où j'ai dirigé un laboratoire pendant une douzaine d'années, qui s'appelle toujours, le laboratoire existe toujours, le centre de recherche en psychanalyse, médecine et société. J'ai également enseigné aux Beaux-Arts de Paris pendant une douzaine d'années. Voilà, ça c'est pour faire un CV schématique. Voilà, bon. Pour vous présenter en quelques mots. Voilà. Vous me demandiez quelles ont été mes premières rencontres avec la psychologie, la psychanalyse, etc. D'abord, je voudrais situer les choses. Moi, je suis un enfant de 68. J'ai commencé par faire des études de lettres et de philo. À l'époque, on pouvait faire ce qu'on appelle un cursus avec une majeure qui était en lettres pour moi, une mineure en philo. Bien que j'avais un bac scientifique, c'était ça qui m'intéressait. Et je vivais plus ou moins, j'habitais en banlieue, mais je passais ma vie dans le quartier latin. Et le quartier latin n'est plus du tout ce qui est devenu le 5e aujourd'hui. C'était une sorte de lieu mythique, rêvé, inimaginable, où on mangeait pour 3 francs 6 sous, on pouvait vivre de rien, et où il y avait un nombre d'échanges, une vie intellectuelle, celle de l'université avec des professeurs remarquables, mais aussi une vie à côté. Je faisais partie, par exemple, de ce qu'on appelait un groupe de base Sorbonne Lettres, c'était la 68 et les suites de 68, avec un rêve révolutionnaire, une idéalisation
une société mythique qu'on avait intériorisée. Et dans ce groupe de base, il y avait des échanges extrêmement passionnants avec des gens extrêmement divers. Le groupe de base Lettres où j'étais, où il y avait des maoïstes, des trotskistes, des gens qui suivaient un peu qui étaient fascinés par les situationnistes comme moi. Et voilà, c'était des anarchistes. C'était très varié, avec des échanges très riches. Ça fait partie aussi de ce que j'ai pu apprendre ou retirer de ces années d'université. On n'imagine pas l'ambiance du quartier latin à l'époque. Je vais raconter juste une anecdote parce que vraiment, elle est incroyable aujourd'hui. Je me rappelle avec ma petite amie de l'époque, comme on habitait en banlieue, on avait raté le dernier métro et on traînait par un jour un peu froid et pluvieux dans la rue Mouffetard. Vraiment, on ne savait pas où aller en attendant. Et on croise un couple bien plus âgé, ils avaient 30 ans, 40 ans, avec des têtes d'universitaires, d'Intello, et on leur demande s'ils peuvent nous héberger, parce qu'on ne sait pas où dormir, qu'il pleut et qu'il fait plutôt froid. Et à ce moment-là, la dame se retourne vers le monsieur, elle dit « Ce soir, je dors chez toi ». Alors lui dit « C'est ce qu'on avait prévu ». Et elle sort de sa poche sa clé, elle dit « Voilà, j'habite à tel endroit, allez-y, vous laisserez la clé sous le paillasson en repartant ». Imaginez ça aujourd'hui est impensable. On est allé chez elle, elle avait un très joli appartement où on a dormi et en partant le lendemain matin, on a laissé la clé sous le paillasson. Voilà, ça c'était l'ambiance du quartier latin de l'époque, c'était assez impensable et assez invraisemblable. Voilà, donc à un moment donné, il faut atterrir, c'est-à-dire parce que on ne faisait pas d'études, mais bon, on était aussi une génération privilégiée. Le pourcentage d'une classe d'âge qui avait le baccalauréat était assez faible, je crois 10%. Voilà. Donc, pour atterrir, il fallait chercher du boulot. J'ai commencé par être prof de collège, prof de lycée. J'ai enseigné le français pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans. À Paris? 2 ans. Oui, à Paris, enfin en banlieue, dans le 9, comme on dit aujourd'hui, dans le 9-3, au Aubervilliers et à Rosny-sous-Bois. Et en même temps, cet atterrissage se faisait pas sans difficulté. Ma petite amie de l'époque était très intéressée par la psychanalyse et elle la reprenait une, elle me poussait à en faire une pour essayer, parce c'était une ambiance un peu dépressive. C'était, il faut le dire, assez difficile parce que dans le monde militant, entamer une analyse, c'était extrêmement mal, c'était s'occuper de soi. Les choses ne tournaient pas autour de soi, on devait être dévoué à la révolution. Voilà. Mais j'ai commencé une analyse à cette époque-là, je crois, en 1970 à peu près, en passant par le BAPU, parce que je n'avais pas de sous, mais le BAPU était complet, donc on m'a orienté vers une analyste qui était une analyste de la SPP, qui m'a pendant 2 ans fait des feuilles de soins, puis comme je m'intéressais de plus en plus à la psychanalyse, ensuite on a basculé vers un travail analytique plus classique, où c'est moi qui assumais les frais de la cure. Parallèlement, quand j'ai commencé ce qu'on appelait une maîtrise à l'époque en lettres, je me suis orienté vers la linguistique, avec un sujet un peu trop ambitieux pour moi. Mais dans le séminaire de linguistique dans lequel j'étais, à chaque fois, les 2 enseignants qui co-animaient cela, un philosophe et un linguiste, à chaque fois, ça se terminait sur le nom de Lacan, avec un air un peu gourmand, un peu... voilà. Dont vous n'aviez jamais entendu parler jusque-là? Dont j'avais entendu vaguement parler, ça faisait partie des figures du mouvement structuraliste, mais disons, j'étais plus intéressé par Barthes ou même par Foucault, voilà, Lacan me paraissait moins intéressant immédiatement, et puis c'était la psychanalyse, c'était très loin pour moi. Parce que là, vous aviez idée d'un métier en particulier à ce moment-là? Non, j'étais prof de français, ça me paraissait convenable, enfin pourquoi pas, voilà. Oui. Je me disais, je vais peut-être faire le CAPES ou la grecque, etc. Voilà. Et puis, voilà, j'ai commencé donc du coup aussi à m'intéresser à Lacan, je suis allé 1 ou 2 fois à son séminaire, voilà. Et puis... Ça vous a plu? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Et puis... ma 2e année d'enseignement, je me suis retrouvé à Rosny-sous-Bois et j'ai une
comme je trouvais que les élèves, déjà j'avais fait ça à Aubervilliers, ne lisaient pas assez, j'avais dans l'année consacré 1 heure à une lecture. On faisait une lecture en commun et on commentait. Voilà. Et j'ai eu une protestation des parents d'élèves parce que j'avais fait lire vraiment La peste de Camus à mes élèves, et c'était un livre gauchiste, politique. Bon, du coup j'ai quitté l'éducation nationale. Alors comme donc du coup je traînais encore à l'université, donc je me suis dit j'ai un doc de philo, j'ai pas fini le cursus de philo, j'ai fini le cursus de lettres, je vais aller m'inscrire en philo. Et puis je suis allé au département de philosophie pour m'inscrire. Le secrétaire général du département, qui était un copain, secrétaire du département, m'a dit: mais écoute, tu as déjà un diplôme qui ne te sert à rien, tu vas en avoir un deuxième, qu'est-ce qui t'intéresse? Voilà. À l'époque, comme j'avais commencé cette analyse, j'ai entendu parler de Lacan, etc., je dis pourquoi pas la psychanalyse? Elle m'a dit: descends en psycho. Voilà. Je suis descendu en psychologie, l'étage en dessous à Censier. Et voilà, et avec l'équivalence, je me suis retrouvé en 3e année de psycho. Et là, j'ai fait des rencontres effectivement très importantes, d'enseignants bien sûr. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre très importante qui a été celle de mon premier stage, qui a été... alors, c'est vrai, à l'époque, ce que je visais, qui m'intéressait, parce que je l'avais rencontré et que j'étais très fasciné par lui, je voulais aller à la Borde parce que j'avais rencontré Guattari. Ah oui. Voilà. En cours, vous l'aviez rencontré? Alors, je l'avais rencontré en cours parce qu'il faisait en lettres, bizarrement, un cours de pédagogie institutionnelle. Ah oui. Voilà, donc et à partir de là, je l'ai suivi. Je l'ai retrouvé en psycho, où ils avaient, avec Deleuze, occupé un cours parce que l'enseignante les avait invités une fois. Ensuite, ils sont venus toutes les fois occuper le cours. Et il y avait des tas de réunions parallèles où je suivais Guattari, etc. Voilà. Mais comme à l'époque j'étais encore prof, c'était très compliqué le stage à la Borde parce que c'était loin et c'était pas compatible avec mon emploi du temps. Donc je me suis dit, je vais aller dans l'autre lieu qui me paraît équivalent, qui était un lieu pour enfants. Alors ça m'intéressait un peu moins, j'étais fasciné par la folie des adultes, mais c'était l'époque, je veux dire, Artaud, etc., la littérature, voilà. Dans mes études de lettres, ça avait été un élément très important. Et je me suis retrouvé à Bonneuil, à l'école expérimentale de Bonneuil, qui avait été fondée 2-3 ans avant par Maud Mannoni, avec Robert Lefort, Rosemary et Yves Guérin, et qui était un lieu incroyable, vraiment inimaginable aujourd'hui, à la manière dont ça fonctionnait, qui a été un projet, peut-être un des tout premiers en France, un projet de véritable inclusion tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Parce que les enfants de Bonneuil, qui étaient des enfants... Dans la suite de ma carrière, j'ai rarement rencontré un lieu où autant d'enfants avec des pathologies très graves, des autistes de Canner, des psychoses très lourdes, etc., se retrouvaient ensemble. Et pourtant, c'était impensable à l'époque, mais les portes n'étaient pas fermées. On pouvait sortir, on allait faire les courses, les maisons étaient autogérées, voilà, et les enfants avaient généralement soit un travail à l'extérieur, où ils étaient accompagnés par un adulte, chez de vrais artisans, ou de vrais, en province parfois chez les paysans, etc., soit certains scolarisés. Et puis, voilà, il y a un aller-retour entre ces lieux de l'extérieur et puis ceux dedans, où on faisait les courses avec eux au supermarché, enfin voilà. Et donc Bonneuil la rencontre avec Mannoni a été un moment très très important. Comment s'est passée votre rencontre avec Mannoni? Alors, la rencontre avec Mannoni s'est faite à partir d'un... D'abord, Bonneuil était un lieu où c'était extrêmement intéressant. Quand je suis arrivé pour un stage, donc, on ne m'a pas demandé quels étaient mes diplômes, quelles étaient mes qualifications, aucun intérêt. On m'a dit, tiens, un homme, on en manque. Donc, on était mal. Et la deuxième demande était, parce que j'étais arrivé avec un copain, ils avaient besoin de quelqu'un le jeudi et de quelqu'un qui fasse le mois de vacances de juillet. Donc, mon copain a pris le jeudi, j'ai pris le mois de vacances de juillet en plus. Et donc, on était recrutés, voilà, pas sur des qualités imaginaires de diplôme, de savoir, etc., mais sur le dispositif du lieu. Donc, voilà. Ça, c'est un point très important. Et Mannoni, alors que je venais de débarquer, m'a fait confiance en me confiant un garçon qui était
C'était un adolescent, un gaillard, il faisait 1m85, 110 kilos, enfin bon. Et il était étiqueté dangereux pour lui-même et pour les autres. C'était un garçon qui travaillait en cuisine, il était passionné par la cuisine et il revenait là d'un lieu où il avait été travailler dans une cuisine, dans un restaurant en province. Et ça s'était mal terminé parce qu'il avait tiré à la carabine sur le pâtissier. Donc il avait un strabisme très conséquent, il le loupait évidemment. Voilà. Et il revenait là et elle m'a demandé de l'accompagner à la cuisine du restaurant universitaire de Vincennes, où ils avaient accepté de le recevoir. Voilà. Et donc, cette rencontre, ce garçon très particulier, il était très drôle parce qu'il disait « Je comprends pas, tout le monde se plaint du métro à 6 heures du soir. Mais moi, quand je rentre dans la rame, d'un seul coup, il n'y a plus personne dans le wagon. Je suis très tranquille. » Mais il était très impressionnant, hein, voilà, bon, et un peu étrange. Donc c'est cette rencontre très directe avec la clinique qui a été pour moi un élément extrêmement important. Et ensuite, dans ma carrière, quand j'enseignais à l'université, hein, un peu par hasard, mais mon souci c'était ça, c'est-à-dire que je trouvais toujours que je ne comprenais pas bien le cursus de psycho. Pendant 2 ans, on bourre la tête des étudiants avec des théories diverses, quelles qu'elles soient, sans qu'ils aient jamais la rencontre avec aucune clinique. Et par contre, ensuite, ils ne commencent qu'en 3e année. Donc, oui, voilà. Et quand j'avais, au début de mon activité universitaire, j'avais la responsabilité des stages. Et avec quelques-uns, on a imposé que le premier stage soit un stage en psychiatrie, hein, qui est une rencontre avec la folie. Dans mon expérience, ça a été fondamental. Et c'était exactement l'inverse de ce qu'on a en psychiatrie. Quand j'ai fait médecine après, quand j'étais interne en psychiatrie, il y avait très peu, quasiment pas d'enseignement théorique, mais par contre, vous êtes balancé comme interne dans un lieu, on vous donne la responsabilité de 20 ou 30 patients dans un service, et à vous de vous débrouiller. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous précipitait, vous ne savez pas nager, mais on vous précipite dans le bain et il faut vous débrouiller. Donc, entre les deux, je trouve qu'il aurait fallu trouver une méthode. Voilà comment j'ai rencontré la folie. Voilà, j'ai ensuite continué à travailler. J'ai d'ailleurs, bien avant, alors que j'avais quelques années d'analyse, mais j'étais vraiment pas encore en mesure de prendre quelqu'un en charge, ce garçon qui était soi-disant officiellement en analyse avec Maleni, je l'accompagnais à ses séances, et en fait, il restait 2 minutes. Il ne pouvait pas rester dans le bureau de Maleni. Voilà, il était très agité, très tendu, etc. Et par contre, dans les trajets en voiture pour aller à Vincennes, ou même pour aller aux séances chez Maleni, moi, il me parlait énormément. Il était souvent assez déprimé avant d'aller au travail, un peu maniaque quand il en revenait, un peu agité, il parlait beaucoup. Et je vous raconte ça un jour en réunion d'équipe à Bonneuil, et Manelli me dit « c'est avec vous qui fait son analyse, donc vous viendrez m'en parler ». Et ça a été, d'une certaine façon, avant la lettre, mon premier contrôle. J'allais, comme ça, 1 fois par semaine, raconter à Manelli ce que... Je ne sais plus le nom qu'elle lui avait donné, je ne veux pas trahir le secret professionnel, hein, mais je crois que dans les livres, elle l'appelait Paul, ce qu'il me racontait dans les trajets en voiture, et qui effectivement était très important et très intéressant, et dont je ne savais pas quoi faire. Voilà. Et donc ce stage a duré toute votre troisième année ? Le stage a duré toute la 3e année, je l'ai repris en 4e année, je me débrouillais à l'époque, c'était beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Et à l'époque, Bonneuil, en 75, j'étais déjà à Bonneuil depuis 2-3 ans, parce que j'ai continué à rester à Bonneuil comme bénévole après la fin de mes études, enfin après la fin du DESS. Et en 3e année ou 4e année, je ne sais plus, quand j'étais à Bonneuil, Bonneuil a été agréé. Et donc, tous les gens qui travaillaient à Bonneuil, qui étaient des bénévoles ou des stagiaires, ou voilà, des gens qui étaient très militants pour la cause, un certain nombre d'entre eux ont été embauchés, et ça a été mon cas, comme vacataire, ce qui a réglé mon problème financier, qui m'a permis de quitter l'éducation nationale. Ah oui, parce qu'en parallèle, vous gardiez... Ah ben oui, bien sûr, pour pouvoir survivre, et ça me permettait d'habiter Paris, voilà, d'avoir quitté la maison familiale. Ça a réglé mes problèmes financiers, et du coup, voilà... Et qu'est-ce que ça donnait une journée à Bonneuil, alors ? C'était un lieu, c'était assez incroyable, parce que si vous regardez Bonneuil, il y a un film, Vivre à Bonneuil, qui est un film
assez remarquable, absolument exceptionnel, qu'a fait Guy Seligman. Il en a fait un deuxième, Secret d'enfance aussi, qui est extrêmement intéressant. Une journée à Bonneuil commençait le matin par ce qu'on appelle la causette. Tout le monde était réuni. Et comme le lieu était un lieu, ce que Manoni appelle une institution éclatée, surtout à partir du lieu, tout le monde partait à droite à gauche. Donc on écrivait sur un tableau les lieux où allaient se trouver les uns et les autres, qui était une façon symbolique de marquer la présence dans l'absence. Et c'était un moment très très riche parce qu'on discutait de l'actualité, de ce qui venait de se passer, du souci qu'un tel avait eu dans son trajet. Ensuite, tout le monde se dispersait. Il y avait des ateliers dans Bonneuil qui étaient des lieux souvent animés qui avaient été au départ initiés par des artistes ou des stagiaires. Et puis il y avait toutes ces activités à l'extérieur, le travail à l'extérieur en particulier, où moi j'allais avec ce garçon j'en ai fait d'autres, mais en tout cas dans les débuts c'était avec lui. Quand on déjeunait là, il y avait un déjeuner commun, parce que parmi les ateliers, il y avait l'atelier cuisine. La cuisine était faite par les enfants avec des adultes de Bonneuil, donc tout était autogéré. La gestion de la maison, le jardin, le bricolage, enfin, etc., etc. C'était très, très gai, très fou et très vivant en même temps, avec des résultats très spectaculaires, comme j'en ai vu des enfants. Il y en a même un qui est interviewé dans Vivre à Bonneuil de dos, qui est devenu, alors qu'il était vraiment, on peut dire, très très fou, qui est devenu inspecteur des impôts, d'autres qui ont fait, voilà, vraiment des trajets assez remarquables. Voilà, ça c'était Bonneuil, j'y suis resté jusqu'en 82, voilà, je suis resté, donc j'aurais travaillé une douzaine d'années, voilà. Vous avez eu l'occasion de faire aussi d'autres stages ? Alors j'ai fait un stage, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme stage ? Je les ai oubliés tellement Bonneuil m'a marqué. J'avais fait un stage en CMPP, où j'assistais aux séances, aux thérapies menées par une plus classique, psychanalyste, un stage assez classique, oui, voilà. Mais disons que c'est pas ce qui m'a le plus... voilà. Bonneuil a été vraiment une rencontre extrêmement importante. Voilà. Et c'est vrai qu'à Bonneuil, comme il n'y avait pas de distinction, si vous étiez médecin, vous faisiez un cours ou un atelier de sciences naturelles, oui. Vous faisiez la cuisine comme tout le monde, il y avait des internes qui venaient là en plus, il n'y avait pas de spécialité. Mais je me suis dit, si je quitte Bonneuil, parce que j'y resterai pas toujours, c'est sûr que je ne sais pas quelle sera l'orientation de l'institution dans laquelle je me trouverai. Ce serait mieux d'avoir un peu la main sur les orientations. De plus, je pense que mon analyse m'avait permis de régler aussi des problèmes liés à ma propre histoire. Je suis né dans une famille où il y avait des médecins, c'était un élément très, très central. Donc au fond, je me suis mis à faire médecine tout en continuant à travailler à Bonneuil. Voilà, tout de suite après la fin de vos études en psychologie ? Voilà, même en chevauchant. J'ai fait la première année, du coup j'ai eu droit au concours, mais j'ai fait la première année tout en faisant la deuxième année de ce qu'on appelait à l'époque l'Institut de formation des psychologues cliniciens. C'était un DESS en 2 ans à Paris 7. Et en même temps que je faisais la deuxième année, je travaillais à Bonneuil et je faisais l'année du concours de médecine. Voilà. Donc vous avez enchaîné sur des études plutôt enchaîné sur les études de médecine, voilà. Avec des stages aussi, j'imagine. Alors oui, les stages, c'est qu'à partir de la 4e année à l'époque, c'était l'externat. Donc les 2 premières années, j'ai été très soutenu par Manoni, d'une certaine façon, parce qu'elle, par exemple, à la session de février et à la session de juin, j'avais 10 jours où j'ai touché mon salaire et je restais à la maison pour bachoter. J'avais un certain talent. C'était une génération où on bachotait beaucoup. Et pour bachoter, réviser les examens. Et donc, j'avais ce soutien-là de Bonneuil. Voilà, je veux dire vraiment voilà. Et puis, également des aménagements d'horaire. C'est-à-dire que quand j'étais externe, à partir de la 4e année, on doit être à l'hôpital tous les matins, donc j'allais tous les après-midi à Bonneuil, au lieu de faire des journées complètes, enfin, etc. Voilà, et je faisais les vacances, voilà, aussi, ce qui permettait d'ajuster un peu les choses. Est-ce que les études en médecine étaient aussi intéressantes, aussi passionnantes ? Écoutez, oui. Moi, j'ai beaucoup la relation aux patients. C'est quelque chose de très, très intéressant. Alors d'abord, c'est une épreuve qui rentrer dans les études de médecine, c'est une épreuve, et surtout quand on commence à avoir des patients, c'est une épreuve très difficile qui explique aussi
les défenses qu'avaient organisées les jeunes médecins, les chahuts de carabin, etc. Parce que vous rencontrez des moments d'angoisse assez particuliers. Hein. Je me souviens, le premier stage d'externat, j'étais dans le bureau d'un grand patron de chirurgie reconstructrice, comme on dit, etc. Et une consultation, rentre un garçon qui devait avoir à peu près mon âge, de 3 ans de plus, voilà. Mais une figure qu'on connaît moi aujourd'hui, un titi parisien. Ouais, bonjour monsieur le professeur, je viens parce que mon docteur il m'a dit qu'il fallait que je vienne vous montrer ça. Bon, c'est un grain de beauté, c'est pas grand chose, oui, c'est voilà. Le patron, certainement pour m'impressionner, regarde, grain de beauté était un mélanome. On commence maintenant à les traiter, mais à l'époque, c'était vraiment un des cancers les pires. Et le garçon sort et le patron comme ça lâche certaines désinvoltures, mais 6 mois. Donc il lui donnait 6 mois à vivre. Voilà. Où je me souviens, en anatomie pathologique, je descends, mais c'était comme un film d'horreur, dans les sous-sols de l'hôpital Saint-Louis, et dans une sorte de cave mal éclairée, je vois le garçon de salle en train de découper le crâne d'un cadavre à la scie circulaire. Bon, voilà. Vous rencontrez d'un seul coup des questions de cet ordre-là. Et puis, le travail avec la rencontre avec les patients est une rencontre très très importante. À la fois, vous rencontrez des manières remarquables chez certains médecins de les traiter, on apprend beaucoup de ça, et puis aussi beaucoup de maltraitance. C'est-à-dire, j'ai assisté à des visites à l'ancienne où on était 30 en rang précis, il y avait une hiérarchie extrêmement précise, ça changeait pour de suivre le patron, ça, oui, voilà, pour suivre les patrons, et on rentrait dans des chambres de pédiatrie ou d'adolescentes qui étaient à moitié dénudées parce qu'il fallait les examiner devant 30 personnes qui regardaient comme ça, voilà, plus 2-3 qui passaient derrière pour vérifier quand on appuyait à cet endroit-là, on sentait bien ça. C'était l'enseignement de la clinique. Donc c'était extrêmement varié, voilà. Et puis j'ai fait à la fin de ce cursus, comme là j'avais déjà commencé, parce que j'ai commencé à recevoir des patients quand je suis rentré en 4e année, justement, au moment de l'externat. J'ai commencé à recevoir quelques patients chez moi, en continuant mon analyse et en démarrant un contrôle. Et c'est vrai que là, dans les dernières années de l'externat, j'ai eu à participer à ce qu'on appelait la consultation de porte. Vous êtes à l'hôpital, mais c'est les consultations de médecine générale du tout venant. Je ne sais plus si ça existe aujourd'hui, mais c'était ça, et ça, c'était vraiment passionnant. Voilà. La psychanalyse est née sur le terrain qu'a abandonné la médecine en devenant scientifique, c'est-à-dire au fond cette dimension du transfert, ce lien au médecin, etc. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Freud utilise tout le temps le mot médecin. Voilà. Et c'est cet espace qui s'est peu à peu creusé entre les disciplines qui fait que, voilà, la psychanalyse est née au point où des patients objectaient au savoir de cette médecine qui devenait scientifique, appuyée sur les méthodes anatomocliniques, etc. Au fond, voilà, les hystériques de Freud, de Charcot, objectaient à la systématisation neurologique qu'on avait apprise. Elles avaient des paralysies qui n'étaient pas cohérentes avec ce qu'on savait de l'organisation du système nerveux. Ces objections-là, la médecine ne savait plus y répondre. Voilà. Et elle ne voulait pas entendre ce qui pouvait être dit par les patients. C'est pour ça que je crois que le rapport à la médecine courante, aux soins médicaux, la question de la psychanalyse en médecine, etc., me paraît un point très, très important et très formateur. Qui était mis en avant dans vos études ou pas spécifiquement ? Non, à l'université, non. Non, il y avait le travail, évidemment, dont on avait entendu parler, parce que dans ces années-là aussi, je suis un peu brouillon, mais dans ces années-là aussi, je me suis mis à fréquenter l'école freudienne de Paris. Je commençais à aller au séminaire de Lacan à partir de 72-73. De manière suivie. Chaque fois que je pouvais, voilà, parce j'avais un emploi du temps très compliqué entre l'université, Bonneuil, etc. Et puis à suivre des séminaires à l'école freudienne, rue Claude Bernard. Les séminaires avaient lieu le soir, donc c'était beaucoup plus commode. Vous aviez donc choisi une école, on peut le dire comme ça Oui, alors que mon analyste, c'était une analyste d'une autre école. De la SPP, oui, c'était ma première analyste, voilà. Parce que les séminaires vous intéressaient, c'est ça ? Alors, parce que les séminaires m'intéressaient, parce que c'était un peu dans le prolongement de la présence à Bonneuil, qui Manoni était membre de l'école freudienne de Paris, et donc, voilà,
que les réunions d'équipe de Bonneuil se tenaient à l'école freudienne de Paris. Donc effectivement, voilà, j'y suis allé, que ça m'intéressait. Que la SPP m'avait un peu rebuté parce qu'à l'époque, bon, la SPP a beaucoup bougé, hein, mais à l'époque, si vous n'étiez pas médecin, pouvoir poursuivre une formation là-bas était très très difficile. Et j'étais pas médecin au moment où j'étais étudiant en médecine, mais le simple fait, l'idée qu'il fallait être médecin pour ça me paraissait un problème. Voilà. Je voyais pas le rapport entre, si ce n'est la formation en psychiatrie, c'est-à-dire la richesse de l'expérience clinique qu'on acquiert pendant l'internat. Oui, ça oui. Voilà. Et vous aviez dans l'idée d'emblée forcément de partir en psychiatrie, en tout cas avec la médecine. Oui, moi j'ai fait médecine pour ça. Oui. Oui. Ça n'a pas du tout été remis en question pendant vos études. Non, à aucun moment. Non, c'était mon projet. Simplement, je voulais savoir ce qu'était la médecine générale. Donc, quand j'ai fini mes études, la qualification des cliniques, j'ai fait des remplacements de médecine générale. J'avais choisi un endroit où on devait assumer presque toute la médecine parce qu'il y avait peu de spécialistes. Donc, je suis parti en haute montagne faire pendant les vacances scolaires, l'été, l'hiver, etc. Je remplaçais un médecin généraliste en Haute-Savoie. Bon. Ça, c'était passionnant. Et c'est vrai que là, pour le coup, que l'analyse avait pu m'apporter était très utile. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, il y avait ces travaux de Ginette Rimbaud en particulier, tout ce qu'elle avait mis en place aux enfants malades, d'Eugénie Aubry auparavant, le fait que Balint était venu, etc. Donc le rapport à la médecine était un élément important, bien sûr. Mais à l'université, à l'époque, non. Oui. Celle qui introduira ce domaine à l'université, et qui a fondé le laboratoire que j'ai dirigé ensuite, et qui était ma collègue avec qui j'ai travaillé, c'était Daniel Brun. Et donc, mais sinon, c'était pas un élément, même si quelqu'un comme Pierre Fédida était très intéressé par les questions, tout ce qui touchait au champ de la médecine, à Paris 7. Oui. Est-ce que vous diriez que aller au séminaire de Lacan a permis de faire des rencontres aussi ? Peut-être pas Lacan, mais... Alors j'allais au séminaire, je repartais, j'étais tout seul, je rencontrais personne. C'était dans le grand amphithéâtre de la fac de droit, c'était immense. C'était quel séminaire ? Le premier auquel j'ai assisté, c'était Encore. Je suis arrivé au milieu du séminaire Encore. Je me souviens que c'est la séance où Lacan dit que la masturbation est la jouissance de l'idiot. Quand il a dit ça, il y a eu un brouhaha, quasiment une quasi-émeute. Il faut se remettre à l'état d'esprit des années 70. Dire cela était quelque chose de comment dire, c'était un moment de libération de toutes les émotions sexuelles, etc. Donc dire une chose comme ça paraissait d'un seul coup... La plus grande partie de la salle n'a pas entendu la dimension d'équivoque, le rapport de l'idiot à l'idiotesse, enfin, etc., tout ce que Lacan voulait dire là-dedans. Mais ça, cette dimension comme ça de surprise, de choc, les effets, la manière dont Lacan parlait, les effets que ceux qui assistaient au séminaire pouvaient ressentir, la manière de participer, la façon dont il s'appuyait sur ses réactions aussi pour intervenir, enfin c'était extrêmement impressionnant. Voilà. Oui. Et vous êtes resté jusqu'à la fin ? Oui, après c'est espacé, j'y allais quand je pouvais parce que c'était voilà, le problème c'était les dates, les jours, c'était pas commode. Et ça vous a impressionné jusqu'à la fin, on pourrait dire ? Oui, parce qu'à partir de là, j'ai commencé à faire des cartels et à suivre certains séminaires qui étaient à l'école freudienne de Paris, et je trouvais ça passionnant. Et pour quelqu'un qui avait fait un parcours universitaire avant, parce qu'en plus j'avais fait un certificat d'ethnologie, enfin, parce que j'avais rêvé de partir en Afrique. Enfin, bon, ah oui ? Les rêves de... Oui, bon. Mais pour quelqu'un qui avait une formation en linguistique, c'était quelque chose de tellement déroutant et nouveau. Et puis c'était incroyablement riche. Oui. Vous parliez de Laborde tout à l'heure. Oui. Il me semble que Jean Houry participait également assez régulièrement au séminaire. Vous avez pu le rencontrer, potentiellement discuter. Il y avait 1000 personnes dans le séminaire. À l'époque, j'ai connu Jean Houry très bien, bien beaucoup plus tard. Oui. Plus dans le contexte universitaire ou des séminaires ? Non. J'ai connu Jean Houry parce que je suis rentré... Alors, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fini psycho, mais j'étais en médecine.
Et j'étais interne, j'ai fait l'internat. Donc j'étais interne à Henri Roussel, enfin à Sainte-Anne, le service, là où Lacan d'ailleurs faisait ses présentations cliniques. Oui. Voilà, mais Lacan était mort, hein. J'étais là-bas en 83 ou 84. D'accord. Et je dois dire que la rencontre avec la clinique, ce qu'on a comme interne, en tant qu'interne, c'est quelque chose que j'aurais voulu dans le cursus à l'époque quand j'ai enseigné ensuite en psycho, j'aurais voulu pouvoir donner aux psychologues cliniciens, parce que ça, c'était d'une richesse inouïe. Je me rappelle qu'une nuit, j'étais de garde au CPOA, c'est le lieu où convergent à Sainte-Anne toutes les urgences psychiatriques de Paris, enfin une grande partie en tout cas. Pendant cette garde, un monsieur qui était venu en urgence a voulu me poignarder. C'est les risques du métier. Hein. Voilà. Et ma réaction, ou je ne sais quoi, a beaucoup impressionné quelqu'un que j'avais un peu oublié, qui était une stagiaire en psycho, qui était dans mon bureau, qui faisait la garde avec moi. Voilà. Et apparemment, elle en a parlé à Paris 7, et j'ai reçu un coup de téléphone le lendemain. L'étudiante avait été très impressionnée par ce qui s'était passé, avait trouvé que j'avais très bien réagi, et j'ai reçu un coup de téléphone de Ginette Michaud, voilà, avec qui on est devenus très amis, qui me proposait de venir, de prendre une charge de cours à Sancier, à Paris 7. Et c'est comme ça que j'ai commencé très tôt à être chargé de cours. J'ai été chargé de cours pendant, je crois, plus de 12 ans ou 14 ans à Paris 7. De quel cours ? Au début, l'idée, c'était pour organiser, pour les étudiants de licence, la possibilité de participer à des gardes de psychiatrie. Parce que les gardes, c'est extrêmement formateur. Et il y a une garde de psychiatrie dans tous les hôpitaux de Paris. Mais bien sûr, les cas les plus difficiles finissent par converger à Sainte-Anne. Voilà. Et donc, avec tous les hôpitaux de Paris, on a réussi à négocier avec les internes le fait qu'ils acceptent que les étudiants de licence puissent faire pendant 1, 2 ou 3 nuits, en principe c'était 3 nuits dans l'année, de participation aux urgences. Voilà. Ça a duré 3-4 ans. Après, il y a eu un problème parce que les internes demandaient à être rémunérés comme maîtres de stage et on n'avait pas les moyens de ça. Et voilà comment je suis rentré à Paris 7. Après, j'ai enseigné à tous les niveaux du cursus, oui, voilà. Mais essentiellement, dans le petit groupe qu'avait constitué Ginette Michaud autour d'elle, avec Philippe Chanson, il y avait Joël Dor, il y avait Jean-Claude Arbus-Bastide, enfin, on était tout un petit noyau, Robert Savachère, etc., qui travaillions autour de petits noyaux de gens qui utilisaient Lacan, ce qui était pas la majorité du département, puisque c'était tout à fait notre orientation qui prévalait, mais qui était acceptée et qui travaillait beaucoup sur les psychoses. Voilà. Et c'est par Ginette qu'ensuite j'ai connu Houry, etc., puisque Ginette est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la Borde. Hein, ah, donc voilà. C'est elle qui vous a présenté... Voilà, Houry beaucoup plus tard, oui. On avait des échanges. C'était très compliqué les relations avec Houry, parce que Houry, d'une certaine façon, Houry se présentait toujours comme psychiatre, jamais comme psychanalyste. Et il était très remonté contre Mannoni, qui n'était pas psychiatre, et qui avait créé un mouvement d'anti-psychiatrie. Voilà. En réalité, Mannoni avait repris ce qu'avaient fait Ling et Cooper en Angleterre pendant quelques années, et elle disait bien qu'elle n'avait retenu absolument pas la théorie, cette fameuse idée de la régression, enfin tout ça, que Ling avait une régression réelle qui permettait etc. Elle avait retenu au contraire uniquement ce qu'elle appelait l'attitude antipsychiatrique, c'est-à-dire le fait de créer ce lieu dans la banlieue de Paris, ouvert, donc comme lutte, qui était un élément qui a toujours occupé Mannoni dans tout son parcours, qui était une lutte contre les ségrégations. Voilà. Ce que Lacan avait développé en pensant que le monde dans lequel nous étions, contrairement à ce qu'on pouvait penser, avec ce qu'il appelait la fin de l'Empire, c'est-à-dire la fin des grands agencements des frontières, etc., allait produire ce qu'il appelait une ségrégation ramifiée, dont on voit aujourd'hui les effets, c'est-à-dire les multiples systèmes ségrégatifs. Et Mannoni voulait mettre en question cette ségrégation faite au fou. Voilà. Et la critique qu'elle adressait à la Borde n'était pas du tout la pratique, etc., qu'elle trouvait tout à fait passionnante. Ce qu'elle craignait, c'était de créer un lieu idéal, coupé. Je ne dis pas qu'elle avait raison, parce que je sais qu'il y avait un souci
justement aussi d'intégration, etc. Mais coupé du monde. Mais il y a aussi des questions géographiques. La Borde, c'est à la campagne, loin de tout. Bonneuil, c'est une banlieue avec des questions qui se sont posées très vite, du voisinage, les voisins, les commerçants du coin, voilà, etc. Et même la police, hein, c'est-à-dire qu'au début de Bonneuil, comme il n'y avait pas de clé à la porte, les portes étaient ouvertes, ce qui était impensable pour un lieu de psychiatrie de l'enfant, il y a eu des fugues qui ont très vite cessé. Et les gamins étaient ramenés par le quart de police. Oui, voilà. Et l'idée de Manoni, c'était de pouvoir éduquer et expliquer. Voilà. Donc, on a expliqué aux agents qui étaient dans le quart de police qu'il n'était pas utile de donner des friandises aux enfants qui ramassaient dans le quart, parce qu'ensuite, certains gosses foutaient le camp et ils attendaient le quart de police, évidemment, pour pouvoir être ramenés à Manoni. Voilà. Donc, et de travailler aussi avec les paysans, les artisans, les gens chez qui les enfants allaient. Voilà. Cette idée était fondamentale pour Bonneuil. C'était pas la question la plus décisive dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Mais dans les faits, ce qui s'est pratiqué à Bonneuil n'était pas si éloigné que ça de la psychothérapie institutionnelle. Il n'y a pas d'opposition. Bon. Du coup, vous êtes allé à la Borde finalement en stage ou... Non, finalement, je n'y suis jamais allé en fait. Non, j'ai connu la psychothérapie institutionnelle lors de mon internat à Henri Roussel. L'hôpital Henri Roussel, ça s'appelle comme ça, mais en réalité c'est un des services de l'hôpital Sainte-Anne, qui était un service qui avait été dirigé par Daumaison, Georges Daumaison. Et quand j'y suis allé, c'était Jean M qui venait de prendre la direction, qui était quelqu'un qui travaillait dans le champ de la psychothérapie institutionnelle. M, il n'y avait aucun problème. Mais M était aussi membre du conseil d'administration de Bonneuil, vous voyez, donc c'était pas d'opposition particulière. Et alors, ça a orienté votre pratique plutôt auprès des enfants ou par la suite, ou comment vous avez orienté votre carrière par la suite une fois que vous êtes devenu psychiatre? Alors, oui, non, alors, moi j'ai commencé à pratiquer, j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années avant d'être psychiatre. Hein, donc j'ai commencé à pratiquer parce que pour moi, le fil essentiel de ce moment de ma vie, c'était la psychanalyse. Voilà, je faisais médecine en même temps, j'apprenais plein de choses, mais bon. Et j'ai commencé à recevoir mon premier patient en 77. Voilà, et c'est un patient qui m'a énormément bousculé. En libéral alors? En libéral, oui. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Qui m'a énormément bousculé. Dans votre pratique? C'est-à-dire, je suis installé certainement un peu trop tôt, mais le passage à la pratique, très souvent, chez la plupart des jeunes analystes, c'est souvent un acting, c'est souvent quelque chose d'anticipé avant le moment décisif, avant ce moment ce que Lacan a repéré comme la passe, hein, ce moment de franchissement. C'était certainement un peu trop tôt, et donc moi j'ai commencé à faire, comme faisait mon analyste de la SPP avec qui j'avais terminé, qui m'avait dit ça y est, maintenant vous pouvez pratiquer, de toute façon vous serez psychiatre, donc vous n'avez pas besoin d'une association de psychanalyse, voilà. Et donc j'ai commencé à recevoir. Le problème c'est que ce premier patient était un patient toxicomane, complètement déjanté, donc moi j'avais une pratique, vous voyez, j'allais chez mon analyste 3 ou 4 fois par semaine, 3/4 d'heure de séance, enfin bon, voilà, très réglé, lui il arrivait en avance, en retard, déposait ses bagages, enfin c'était vraiment rien des autres. Donc je me suis précipité pour prendre un contrôle, et j'ai pris un contrôle chez quelqu'un, bon, parce que tout le monde, voilà, il y avait des réputations de contrôleurs à l'école freudienne de Paris. Et je suis allé chez quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui est Solange Faladé, qui était une analyste donc, de l'école freudienne de Paris, qui a été mon contrôleur pour ce début de pratique. Elle m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que moi-même, je me suis aperçu très vite, au bout d'un an ou deux, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas allé suffisamment loin dans mon analyse. Et j'ai repris une tranche, comme on dit, avec elle. Voilà, enfin une tranche. Ma première analyse avait duré, je ne sais plus, 7 ans, je crois. Avec elle, j'ai repris, j'en ai eu 17 ans d'analyse. Hein, tout en continuant le contrôle en même temps avec elle. Voilà comment petit à petit, voilà, c'était mon parcours de formation. Votre pratique ne s'est pas réservée exclusivement auprès des enfants, c'est ça, surtout? Non, j'ai d'emblée reçu des enfants, des adultes, etc. On m'a, au début, envoyé beaucoup de cas très lourds à cause de
l'expérience de Bonneuil, on savait que j'étais interne en psychiatrie, etc. Donc j'ai commencé comme ça. Ginette Michaud me disait, oh là là, ne prends pas trop de calours, tu les as à vie. Voilà. Et donc, mais j'ai reçu beaucoup d'enfants très, très tôt, des adolescents aussi. Et puis, comme j'étais installé dans le 5e arrondissement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais croisé Dolto, elle s'est mise aussi à m'envoyer beaucoup d'enfants, donc voilà, petit à petit. Vous avez travaillé aussi avec Dolto? Alors ça, c'est venu plus tard. Alors, je l'ai rencontré à 2-3 occasions de colloques, du coup, des dîners, des choses comme ça. On l'avait invité dans le lieu où je travaillais. Où ça? Alors, dès que justement, au moment où je commençais mon internat, en même temps, à l'époque c'était possible, se créait l'intersecteur de pédopsychiatrie de Saint-Denis, en 93. Et j'ai commencé à travailler là. J'avais 2 vacations à Saint-Denis, une toute petite équipe. Cet intersecteur c'était le docteur Cohen qui créait cela. Et on était une toute petite équipe avec Catherine Vanier, qui à l'époque s'appelait Catherine Matelin, qui est devenue beaucoup plus tard mon épouse, Claude Boukobza, Claude Almos, Michel Plomb. Voilà, c'était une équipe c'était très stimulant, très intéressant. Et en plus, Saint-Denis, plus toute la région, Stein, Aubervilliers, vous voyez, voilà, c'était un intersecteur extrêmement intéressant. On avait une consultation ouverte dans ce cadre-là d'ailleurs. Comme Villetaneuse faisait partie du secteur, le service médical de l'université de Villetaneuse avait demandé qu'il y ait des consultations de psy pour les étudiants parce qu'il n'y en avait pas. Et donc j'ai créé le BAPU de Villetaneuse à l'époque de l'université de Villetaneuse, une consultation qui avait lieu dans les lieux locaux du service médical de Villetaneuse. Puis à la fin de l'internat, j'ai passé le concours pour être praticien hospitalier, psychiatre des hôpitaux, à temps partiel. Et les hasards du concours, parce que c'était un concours qui autrefois était... Autrefois c'était un faux concours, c'est-à-dire les chefs de service disaient « moi je veux un tel » et on avait un tel. Mais j'ai passé le concours, j'ai été reçu et c'était un concours avec des épreuves anonymes. J'étais attendu nulle part et je me suis retrouvé avec la responsabilité de la psychiatrie de liaison dans lequel l'essentiel du travail dans un hôpital était de s'occuper d'un service de gynécologie obstétrique qui était devenu le service pratiquement où venaient à la fin de leur grossesse et puis au début de leur vie avec leur bébé, les mères psychotiques de la région parisienne. C'est-à-dire celles qui étaient tombées enceintes dans les hôpitaux psychiatriques, des SDF, voire des jeunes filles aussi de 13 ans tombées enceintes et qu'on faisait accoucher sous X. Enfin voilà, toutes les maternités extrêmement risquées, difficiles, etc. Voilà. Travailler avec des bébés, je dois dire honnêtement, j'avais un peu, peut-être défense masculine, un peu évité de travailler avec eux. Voilà. Quand je me suis retrouvé avec ça, cette charge-là, je suis allé demander un contrôle à Françoise Dolto. Donc là, j'ai travaillé avec elle un peu plus près. Voilà le parcours. Voilà. Puis au bout d'un certain nombre d'années, quand j'ai quitté le Vésinet, donc cet endroit, ce service, je suis revenu à Saint-Denis. Mais bon, voilà, j'étais, pour des raisons personnelles et autres, parce que j'ai fini par faire un doctorat en psycho. Je n'avais pas l'intention de faire, mais disons qu'à un moment donné, il y avait énormément de chargés de cours à Paris 7, j'en faisais partie. À un moment donné, pour nettoyer, parce que sur les injonctions de l'université, on leur a demandé de diminuer le nombre de chargés de cours. Donc ils ont retenu ceux qui avaient un DEA à l'époque, donc j'ai fait un DEA. Ensuite, ils ont éliminé, il fallait être inscrit en doctorat, donc je me suis inscrit en doctorat, sans grand projet de faire une thèse, et puis finalement je l'ai faite, et je me suis présenté, voilà, j'étais nommé maître de conférence, et puis parce que vous aviez en tête de garder cette espèce de transmission à l'université? Alors, oui, j'ai enseigné, j'avais jusqu'à 4h30, 5 heures de cours par semaine, donc c'était beaucoup. Le virage à l'hôpital, c'était aussi que moi je faisais beaucoup de cliniques, mais comme j'étais l'adjoint du chef de service, il avait été question, puisqu'il allait partir à la retraite, que je prenne la direction du service. Et quand je voyais la charge de travail qu'il avait, pratiquement 70 à 80%, c'était du travail administratif, des réunions, etc. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'en avais un peu, voilà, j'avais fait 20 ans et 25 ans d'hôpital. Je me suis dit, bon, voilà, l'université était intéressante. Il y avait un ami, Joël Dor, qui était un ami très proche, qui était à Paris 7. Ginette Michaud allait prendre sa retraite, il trouvait qu'il allait se retrouver seul, il m'a beaucoup poussé.
Du coup, je me suis présenté. Les hasards ont fait que j'ai été nommé. Et voilà. Et quelques années plus tard, j'ai fait une HDR. Voilà. C'est là que vous avez rencontré Jean-Jacques Racial, c'est ça? Alors, j'ai rencontré Jean-Jacques Racial dans quelque chose que Roland Gori avait fondé qui s'appelait le SIURP. Voilà. J'ai rencontré Jean-Jacques Racial lors d'une des toutes premières réunions du SIURP à Nice. Je me souviendrai de... Voilà. Et qui est devenu un ami que j'apprécie beaucoup et qui était quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Il a fait un livre qui était une référence sur l'adolescent. Il est connu pour ça. Hein. Oui, voilà, il a beaucoup travaillé sur l'adolescence, mais il a fait d'autres choses très intéressantes aussi. Oui, j'ai connu Jean-Jacques Racial, j'ai connu bien sûr Roland Gori, qui est un grand ami. Et, Alain Bellauzer qui a repris... Alain Bellauzer, voilà, etc. Oui, bien sûr. Et justement, on parle de livres. Très rapidement, vous avez commencé à publier, justement, des articles, puis des livres. Alors, j'avais publié quelques articles avant, un peu par hasard, quand j'avais fait des conférences et des choses comme ça. Aussi parce qu'à Bonneuil, Madoni n'aimait pas beaucoup voyager et elle était très sollicitée pour aller faire des conférences à droite, à gauche. Voilà. Donc, elle avait nommé un petit noyau de gens, Marie-Josée Richer-Lérès, Claude Almos et moi, qu'elle envoyait à sa place faire les conférences. Du coup, certaines conférences étaient publiées ensuite. Voilà. Et donc, petit à petit, on est sollicité ici, on fait une conférence, ça suit, une publication suit, comme ça que les choses se passent. Et c'est le hasard qui a fait mes premières publications. J'avais une amie, Catherine Saladin, qui, avec son mari Jean-Christophe Saladin, était liée à des gens du monde de l'édition, et en particulier aux éditions Nathan. Et je crois que là, l'éditrice cherchait quelqu'un qui écrirait pour la collection 128 une introduction à la psychanalyse. Ils m'ont demandé si je voulais le faire. Bon, en compilant un peu les cours que j'avais fait, etc., j'ai fait ça. Du coup, on m'a demandé, après, Richard Zrel m'a demandé si je voulais bien faire un Lacan. C'était un peu à la demande, quoi. Voilà, j'ai fait ça. Le livre Lacan, c'est vrai que c'est le livre qui circule encore beaucoup, même à l'université. Oui, il a été beaucoup réédité. Oui. Voilà, parce que la première édition était en 98. Il y a eu une nouvelle édition en 2000, puis en 2000, je ne sais plus combien, et puis une dernière réédition il y a 4-5 ans encore. Oui, on l'a remis à jour un peu à chaque fois. Oui, il a beaucoup circulé, il a été traduit. Pourquoi, à votre avis Pourquoi celui-là plutôt que d'autres? Parce qu'il y en a beaucoup sur Lacan, mais... Oui, mais celui-là ressort très souvent. Bon, franchement, moi-même, je ne saurais pas répondre. C'est vrai qu'il a été traduit dans pas loin d'une dizaine de langues. Oui, puisque j'étais là cet hiver au Japon, présenté le livre qui a été traduit en japonais, voilà, il a été traduit en chinois, en hébreu, en géorgien, en arabe. Voilà. Oui, vous me disiez tout à l'heure que vous voyagez finalement à New York aussi, régulièrement. Alors, ça, c'est parce que... alors, c'est avec le Lacan. Le Lacan a été très vite traduit aux États-Unis par quelqu'un qui avait monté une maison d'édition et qui était passionné par la psychanalyse, qui était Judith Feher-Gurevitch. Elle a monté une maison d'édition remarquable. Et le livre a été traduit, et comme... Comment dire? Je parle un peu l'anglais, à mon avis, c'est surtout ça. Hein. Je parle un peu l'anglais. Du coup, j'ai été régulièrement invité aux États-Unis pour participer. Alors, très souvent au début dans des congrès ou des colloques de l'IPA, de l'American Psychoanalytic Association, ou de l'International. J'ai dû participer à 4 ou 5 congrès mondiaux de l'IPA. Voilà, et puis j'ai rencontré là-bas des analystes de divers horizons avec qui je suis devenu ami, des gens comme Owen Renick, qui était le directeur scientifique de l'American Psychoanalytic Association, qui est un analyste de San Francisco, Louis Kirchner, qui est analyste aussi de l'IPA, mais qui était professeur de Clinical Psychiatry à Harvard, mais aussi, bien sûr, quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime et qui est une amie, qui est Paola Mieli, qui a fondé à New York un groupe très dynamique auquel j'appartiens d'ailleurs, qui s'appelle Après Coup Psychoanalytic Association, où je vais régulièrement, je vais dans d'autres cadres, je vais à Chicago, enfin des tas d'endroits comme ça, mais là, Après Coup, je continue à aller régulièrement. Oui. Vous êtes très sollicité et très engagé aussi. Oui, bien sûr, mais là, il y a aux États-Unis une expérience de l'analyse indiscutable avec, comment dire, même si Freud ne leur a pas apporté la peste, suivant
le mot qui a été rapporté, mais dont on n'a aucune preuve, qui n'a peut-être jamais existé. Hein, voilà. On avait une expérience à Espace Analytique, l'association à laquelle j'appartiens. On invitait ces analystes américains à venir à Paris. Le vendredi soir, on leur demandait une conférence, et le samedi matin, avec un petit groupe, on leur demandait de parler de leur pratique. Si les conférences sur le plan théorique étaient parfois un peu nous surprenaient, c'était vraiment ce qu'on reprochait parfois beaucoup à la psychanalyse américaine, quand ils parlaient de leur pratique le samedi, on était étonnés d'entendre des choses tout à fait intéressantes et des analyses qui étaient des analyses tout à fait rigoureuses. C'est-à-dire que les oppositions doctrinaires et doctrinales en psychanalyse ne reflètent pas nécessairement les positions des praticiens. On peut entendre des gens faire d'excellents exposés théoriques, même sur des, qu'ils soient lacaniens ou autres, et puis quand vous recevez des gens en seconde tranche, etc., vous êtes un peu surpris par la façon dont l'analyse a viré à l'initiation, ou dont véritablement, manifestement... Alors, ça, c'est une chose d'ailleurs dont c'est un des problèmes de l'analyse, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de trou noir, de point opaque qui est la pratique, parce que certes la clinique tente de cerner la pratique, mais la clinique elle est déjà faite à partir d'un point symboliquement qualifié. On voit ce qu'on cherche déjà à voir, hein, c'est une construction. Mais la pratique elle-même, ça touche à un réel qui lui est intransmissible. C'est au fond ce que disait déjà Winnicott aussi. Il disait impossible de rendre compte d'un cas clinique. Alors lui, il mettait en avant le temps. Hein, le temps, voilà. Mais c'est une façon de parler. Il y a chez Winnicott une approche de ce que Lacan appelle le réel, à partir de ce qu'il appelle les paradoxes, par exemple. Hein, donc c'est pas si contradictoire que ça. Mais si on se souvient que Freud disait, et pourquoi pas lui en faire crédit, il disait qu'il était un mauvais analyste, parce qu'il était trop soucieux de théorie. Et c'est vrai que... On avait fait venir Paul Rosen, vous voyez, c'est un historien de la psychanalyse canado-américain, pour parler d'une figure, par exemple, qui est Ruth McBrunswick, qui était à Vienne, la psychanalyste à qui on envoyait tous les cas difficiles quand les gens trébuchaient, n'y arrivaient plus. Et c'est pour ça qu'elle a hérité de l'homme au loup. Quand Freud n'y arrivait pas avec l'homme au loup, que c'était dans une telle impasse, il l'a envoyé à Ruth McBrunswick. Et c'est pas quelqu'un, à part le texte sur l'homme au loup et un article sur les paranoïas féminines, qui n'a pas été sans conséquence, puisqu'il a amené Freud à réviser cette théorie de l'Oedipe féminin. C'était pas une grande théoricienne, mais c'était voilà, la clinicienne. Et dans les groupes analytiques, il y a des réputations qui se font, qui sont des réputations parfois complètement fausses. Hein. Celui-là ou celle-là, c'est un grand contrôleur, alors qu'en fait, bon, ou c'est un grand clinicien, c'est pas toujours vrai, mais quand même, on sait qu'il y a des gens à qui on envoie avec un peu plus de confiance les patients, et que ce n'est pas nécessairement ceux qui ont les plus gros dossiers de publication, comme on peut en avoir à l'université, par exemple. Voilà, les titres universitaires, les garanties quelconques, etc. Tout ça. Voilà pourquoi ce qui était intéressant dans le projet de Lacan, c'est d'avoir tenté l'habilitation, enfin, la reconnaissance la garantie d'une formation à partir d'autres critères que la remise d'un mémoire, hein, voilà, qu'un modèle universitaire tel qu'il s'est pratiqué dans les sociétés analytiques en général. Hein. Voilà pourquoi c'est une des difficultés de notre champ. Hein. Une question que je pose souvent à la fin, Oui. et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'avenir de la pratique clinique, d'orientation analytique, en tout cas aujourd'hui ? Alors, je fais un constat que un endroit où la psychanalyse semble avoir été balayée plus rapidement qu'ailleurs, ce sont les États-Unis, où je vais souvent. C'est vrai que dans les départements de psychologie, la psychanalyse ne s'est jamais vraiment introduite, hein, parce que pour l'American Psychoanalytic Association, qui régnait sur le monde de la psychanalyse, il fallait être psychiatre. Pendant très très longtemps, c'est récent que les non-psychiatres peuvent être habilités. C'est l'analyse profane, c'est ça ? Voilà, c'était impensable. Hein. Donc tous les analystes, s'était créé à côté le NPIP, qui était une association de psychologues qui pratiquaient la psychanalyse, mais qui n'était pas habilité, qui n'était pas un membre de l'IPA en particulier. Alors d'abord, l'association de psychanalyse s'est discréditée parce qu'au moment de la fabrication du DSM, des premiers DSM, elle a été le groupe de psychiatres qui s'est opposé à la dépathologisation de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on ne considère pas l'homosexualité comme une pathologie,
Ce qui était aberrant si on songe à Freud, si on reprend le premier des 3 essais sur la théorie sexuelle, si on songe à la position de Freud signant la pétition d'Hirschfeld, etc., c'était invraisemblable. Là, on voit comment le problème des analystes, c'est leurs préjugés. Et donc, tout ça a décrédité la psychanalyse, plus l'arrivée de ce discours pseudo-scientifique, parce que l'avancée des neurosciences, les neurosciences, c'est de la science. Elles avancent, c'est très intéressant. Mais objectivement, pour l'instant, elles n'apportent rien à la clinique. Ce sont des alibis à partir desquels on construit avec de la vieille psychologie des modèles qui sont censés rendre compte de ce qu'on constate. Mais cette espèce d'alibi scientifique, plus ce qui est très important aujourd'hui, le fait de pratiquer très vite l'évaluation statistique des résultats, a vraiment décrédibilisé la psychanalyse. Donc elle a disparu de la psychiatrie, elle a disparu, elle n'existait pas en psychologie. Et moi je sais que j'ai, par exemple pour parler de Lacan, très souvent été invité par des départements de philosophie, de littérature comparée, etc. Et jamais par des départements de psychologie, et très rarement par des départements de psychiatrie. Et pourtant, donc, la psychanalyse qui ne fait plus les gros titres aux États-Unis, pourtant je constate que mes collègues américains ont toujours autant de patients. Simplement, la psychanalyse est noyée dans le grand tourbillon des psychothérapies, avec une nouvelle psychothérapie tous les 15 jours, qui finit par franchir l'Atlantique. Voilà. Et on voit aussi comment ce qui a été construit comme grande opposition à la psychanalyse, petit à petit réintègre, sans le dire, des éléments de la psychanalyse. On voit comment la méthode ABA, par exemple, avec l'autisme, qui aujourd'hui est tout à fait discréditée, qui est au fond une méthode fondée sur le dressage des chiens, comment on dressait les chiens. Vous êtes à Lille, je vous apprends rien, à Villeneuve d'Ascq, il y a 2 procès pour maltraitance, voilà. Et c'était extrêmement violent, entre décharges électriques, gratifications diverses, enfin bon. Petit à petit, se sont développées des méthodes qui, sans le dire, réintègrent des éléments qui, au fond, que ce soit Denver, les 3I, etc., qui sont des méthodes qui font une place sans jamais reprendre la psychanalyse, mais ils lui font une place, d'une certaine façon. Donc, sans la nommer. Sans la nommer, jamais. Voilà. Mais la psychanalyse, c'est autre chose, c'est au-delà. Voilà. Et je pense que, bon, ne plus avoir une place dominante, ça évitera que des psychanalystes se commettent trop largement dans les médias en donnant des avis sur tout et rien d'une façon extrêmement imprudente. Parce que nous sommes psychanalystes, si ça veut dire quelque chose, être psychanalyste. Nous sommes psychanalystes dans la science d'analyse, avec un analysant, et dans le moment justement où nous n'y sommes plus en tant qu'être, en tant que sujet. Voilà, c'est la traduction qu'on peut faire de la fameuse formule de Freud de l'attention flottante ou de l'attention égale en suspens. Ça veut dire que je n'y suis pas comme sujet, tout simplement, ce que Lacan a traduit de cette façon-là. Voilà, sinon l'analyste lui-même a constamment affaire à ses préjugés, dès qu'il franchit la porte de son cabinet, qu'il peut travailler, mais c'est en cela que l'analyse est infinie, c'est nous sommes pris dans une culture, dans un moment d'une histoire, avec une façon de lire ou de juger les choses, voilà, dont nous devons constamment nous défaire. C'est pour ça que même Lacan, à la fin de son parcours, dira qu'après tout, refaire une deuxième tranche, c'était l'idée de Freud, c'est pas une mauvaise chose, voilà. Et qu'au fond, c'est vrai qu'on finit à un moment donné son analyse, mais que l'analyse est infinie par-delà la finitude de l'analyse. Il y a quelque chose d'inlassable. Or, les psychanalystes, en se commettant, c'est la civilisation de l'expertise, en se commettant comme experts dans les médias, on dit de tout et n'importe quoi, se sont mobilisés pour des choses où ils pouvaient se mobiliser en tant que citoyens, mais pas en tant que psychiatre, en tant que psychologue, voilà. Mais en tant qu'analyste, ça ne me paraissait pas une bonne idée. Et par contre, on continue à avoir énormément de demandes, parce qu'un des circuits, c'est le bouche à oreille, un autre, ce qui se passe aux États-Unis. Après les échecs des thérapies nouvelles, ils finissent par aboutir chez les analystes. Voilà, donc ça va continuer, un peu plus clandestinement, un peu moins sous le feu des projecteurs, mais je pense que inévitablement ça continuera, oui. Parce que la psychanalyse interroge aussi, c'est pas seulement les cures individuelles, mais le lien social, vous voyez, ce petit décalage qu'elle a par rapport aux normes d'une époque, où il ne s'agit pas de normaliser les gens qui viennent nous voir, mais d'interroger par exemple ce
qui constituent les idéaux d'un temps historique. Ça me paraît irremplaçable. Bien, merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Encore un immense merci à Alain Vanier pour ce partage qui permet de souligner une nouvelle fois à quel point un chemin personnel et professionnel n'a rien d'une ligne droite. Alors que peut encore la psychanalyse contre la crise ? La question était posée à Maud Manoni lors d'une interview qui répondait déjà à l'époque. La réponse est évidente, elle ne peut rien. De plus, je pense qu'elle n'a pas à être utilisée pour masquer les errances du politique. En revanche, les analystes en tant que citoyens ont à dire ce qu'ils pensent de la santé mentale dont sont victimes leurs patients. Aujourd'hui où la tendance à normaliser les lieux d'accueil est à l'ordre du jour, il semble encore plus important de ne pas oublier que créer un espace différent reste toujours possible. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.